Bien, merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Pierre Gouadard. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter ce travail qui est un travail commencé en 2009, donc ça traîne un petit peu. Je suis le petit dernier sur le projet. On va chercher à évaluer l'impact des conventions d'éducation prioritaire de Sciences Po. Alors, les conventions d'éducation prioritaire de Sciences Po sont un outil qui vise à augmenter la diversité socioculturelle dans l'institution, notamment en desserrant les contraintes financières, en améliorant l'information des lycéens, en limitant le biais social des épreuves, et surtout pour lutter contre le phénomène d'autocensure. Alors si aujourd'hui les conventions d'éducation prioritaire sont... les étudiants de Sciences Po en sont assez fiers. C'est même utilisé un petit peu comme un outil marketing par Sciences Po. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé quand ils ont voulu lancer ce dispositif et qu'il y a eu un certain tollé et une minorité relativement visible de Sciences Po qui s'était opposée à ce dispositif en disant que ça allait brader leur diplôme. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on va vouloir lancer ce genre de dispositif ? C'est afin de lutter contre ce qu'on appelle la discrimination. Et la discrimination, on peut la décliner de plusieurs manières. Donc, pour faire très très simple, on pourrait dire que la discrimination, c'est la sous-représentation d'une minorité. Et si je prends l'exemple du marché du travail, pourquoi est-ce qu'une minorité serait sous-représentée ? Soit parce que le recruteur a un certain goût pour la discrimination. Le recruteur va préférer recruter des gens qui lui ressemblent, soit parce que les minorités qui vont se présenter ont moins de compétences. Alors, c'est ce qu'on va appeler de la discrimination statistique. Mais cette vision de la discrimination est très très statique en fait, et on pourrait s'interroger sur pourquoi est-ce qu'ils ont moins de compétences. Et c'est là où intervient ce qu'on appelle la pre-market discrimination, ou autocensure, qui va être un phénomène dynamique où les gens vont moins investir dans leurs études parce qu'ils savent qu'ils pourront être discriminés par la suite. Et donc, afin de lutter contre ces phénomènes d'autocensure et de pre-market discrimination, donc Sciences Po a voulu lancer son mécanisme de convention d'éducation prioritaire. Alors, pour lutter contre la discrimination, on peut apporter différentes réponses, comme ce qui s'appelle la positive action aux États-Unis et qui a été déjà largement étudié. Le problème, c'est que les chercheurs en économie ne s'accordent pas du tout sur les effets que cela peut avoir, puisque certains vont dire que cela va avoir un effet très mauvais sur le niveau d'effort fourni par les étudiants. Donc, si vous prenez le cas extrême d'admission automatique, les étudiants qui savent qu'ils vont être admis ne vont plus fournir le niveau d'effort qu'ils fournissaient par le passé. Et c'est ce qu'on appelle le patronizing effect. Mais il y a certains autres chercheurs qui ont montré que si on fait certaines actions, on peut quand même restaurer un niveau d'effort optimal. Ça mène à la question suivante qui est: existe-t-il un degré optimal de discrimination positive ? Peut-on faire de la discrimination positive en maintenant un niveau d'effort chez les étudiants ? Le modèle qu'on a construit est le suivant. Donc, si vous regardez sur l'axe des abscisses, vous allez voir que c'est en fait la perception des étudiants de leur probabilité d'entrer à Sciences Po. Et le modèle est créé de la manière suivante, c'est qu'on veut que l'effort soit une fonction croissante de la perception de la probabilité d'entrée. Donc, quand les CEP font leur travail, elles augmentent le bêta, et donc on va avoir un niveau d'effort plus élevé des étudiants. Ils pensent qu'ils peuvent rentrer plus facilement à Sciences Po, donc ils sont plus motivés, ils vont fournir plus d'efforts. Jusqu'à ce patronizing threshold, qui est le seuil au-delà duquel la probabilité d'accès est perçue comme trop élevée, et donc le niveau d'effort décroît. Là où il y a de la place pour l'action publique ou pour la positive action, pour qu'elle soit intéressante, c'est lorsque le bêta est inférieur donc, au seuil de patronizing. Alors, donc, les politiques d'action positive qui ont été menées notamment aux États-Unis, si vous voyez sur cette typologie,
Elle repose sur deux caractéristiques, selon que les quotas soient explicites ou non, ou selon qu'ils ciblent une origine ethnique très précise. Vous pouvez vous apercevoir que, comme en France, la collecte de données statistiques sur la race ou l'origine ethnique, alors je dis race, mais c'est le jargon en anglais. Donc, comme on n'a pas de données là-dessus, le programme de convention d'éducation prioritaire va reposer sur le ciblage de zones géographiques données ou sur le ciblage de zones économiques données. Donc, Sciences Po se retrouve dans une zone, entre guillemets, grise, où il n'y a ni quota et il n'y a non plus pas d'origine ethnique ciblée. Alors, les dimensions qu'on va considérer, elles sont multiples. Est-ce que les conventions d'éducation prioritaire vont permettre un meilleur placement des étudiants? Est-ce que les étudiants réussissent mieux, ou du moins aussi bien, leurs années à Sciences Po? Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est est-ce que les lycées signataires ont vu leur performance s'améliorer? Est-ce que le fait d'être partenaire d'une convention d'éducation prioritaire va avoir un effet d'entraînement sur toutes les performances du lycée? Et, bon, bien sûr, je ne vais peut-être pas trop parler de ça, mais quelle est l'alternative possible? À chaque fois qu'il y a une politique publique qui est menée, il y a toujours cette question du coût d'opportunité. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre avec l'argent qui a été investi dans cette politique? Alors, là, je peux répéter que je n'ai aucune opinion partisane vis-à-vis du projet, et donc les résultats qui seront présentés sont purement basés sur de la statistique. On s'inscrit dans une littérature qui est relativement négative vis-à-vis des conventions d'éducation prioritaire. Le Chaplin a montré que les étudiants qui étaient admis avaient tendance à réussir moins bien en moyenne, même s'il y avait convergence sur la fin du cursus, mais il reste quand même avec des résultats inférieurs. Et si je cite aussi le travail de Marco Oberti de l'Observatoire sociologique du changement, qui a montré que malgré l'ouverture des CEP, les inégalités entre territoires restaient très fortes et qu'il y avait encore beaucoup à faire. Bon. Alors, voici le plan. Donc, si on imagine que vous êtes un étudiant lycéen et que vous voulez entrer à Sciences Po, traditionnellement, vous pouviez soit passer par la case mention très bien au bac plus examen, ou alors vous passez un examen en septembre. Dans les deux cas, vous êtes en concurrence avec tout le territoire national. L'ouverture de la procédure des CEP fait que vous avez une sélection en amont des lycées, et les élèves qui sont sélectionnés dans ces lycées-là rentreront en compétition uniquement avec les autres élèves de ces lycées-là. C'est comme si vous aviez une compétition qui était plus à votre portée. Alors, pour être membre d'un lycée CEP, c'est sur la base des directeurs d'établissement qui vont se manifester auprès de Sciences Po. Et donc, pour être éligible, pour faire partie du dispositif, il faut il faut au moins un de ces trois critères. Et souvent, les lycées les lycées signataires des CEP ont un, voire deux ou trois critères. Ils rassemblent beaucoup de critères. Donc, soit être en ZEP, soit avoir une proportion d'étudiants venant d'écoles en ZEP supérieure à 60%, ou il faut avoir une part d'élèves de PCS supérieure de 70% à la moyenne nationale. Donc vous pouvez vous apercevoir que ce sont des lycées relativement défavorisés. Le dispositif est monté en puissance progressivement, puisqu'en 2001, on avait seulement 7 lycées, et en 2013, on comptabilise 100 lycées. Donc c'est devenu quelque chose quand même de relativement ambitieux. Et donc si vous regardez sur le graphique suivant, vous allez pouvoir voir les effectifs. Donc la courbe rouge vous montre quels étaient les lycéens présélectionnés dans les lycées pour faire partie du dispositif, donc avec des cours supplémentaires pour préparer leur concours de Sciences Po. Et ceux qui étaient potentiellement admis, c'est la courbe bleue. Donc ça commence à 17 et puis ça finit à 150 en 2013. Et le nombre de lycées est désormais à plus de 100 aujourd'hui. Vous avez aussi cette petite aberration en 2008 et 2009. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais voilà. Alors, le modèle, je vous fais grâce du modèle. Je vous présente juste quelques hypothèses qu'on va essayer de tester. Est-ce que les CEP ont eu un impact sur le taux de passage du baccalauréat?
est-ce que l'impact des CEP augmente avec le nombre passé d'admis à Sciences Po du lycée? Est-ce que les CEP ont un impact sur la composition de l'école en termes de fréquentation des élèves, mais aussi en termes de caractéristiques des enseignants? Voilà. Cela fait partie des quelques... Alors, bon, je vais peut-être passer là-dessus. Oui, non, l'analyse des données, donc, ça provient de la DEP. Je ne sais pas... Bon. Environ 2500 lycées et qui ont au moins 30 candidats par an au baccalauréat général. On a des données sur l'inscription, l'obtention du diplôme et également sur le corps enseignant. Alors, voilà, la méthodologie, c'est une méthodologie qui est non expérimentale. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis en place le dispositif de manière aléatoire entre les lycées, c'est quand même sur la base d'une autosélection des lycées. On mène une différence en différence en comparant des groupes témoins et des groupes tests que je vais définir par la suite. Et on va estimer une équation par OLS où Y représente la variable dépendante qui sera notre variable d'intérêt, par exemple le taux de passage du baccalauréat, AT qui est une indicatrice temporelle, G qui indique si on est traité ou pas, trait de poste qui indique à partir du moment auquel on est traité, et X est grand X est un ensemble de caractéristiques de variables de contrôle qui nous permettent de mesurer l'impact du traitement en essayant d'être toutes choses égales par ailleurs. Alors, notre stratégie d'identification repose sur 3 variantes parce qu'on a construit 3 différents groupes de contrôle. Donc, on va comparer les lycées qui sont traités par la CEP et on va les comparer avec des lycées qui étaient éligibles mais qui n'ont pas été traités au sein de cette académie, ça c'est le groupe 1, des lycées éligibles mais qui n'ont pas été traités au sein d'académies où il n'y a pas de lycée CEP, et enfin des lycées éligibles qui seront eux-mêmes traités mais plus tard. Et donc là, ça veut dire qu'on réduit notre échantillon sur la période 2001-2007. Alors, bon, ça on voit rien, d'accord, bon tant pis, c'est pas grave. Alors, je vous présente les résultats tout de suite. C'est l'estimation en double différence des taux de passage. Et alors, ce qu'on peut voir, c'est que donc, chaque colonne correspond à un groupe de contrôle différent. Et on s'aperçoit, donc c'est la première ligne qui nous intéresse, on s'aperçoit que l'effet est très robuste et comment dire, très similaire, peu importe le groupe de contrôle. Et cela signifie qu'un établissement traité a amélioré de 2 points de pourcentage en moyenne son taux de réussite au baccalauréat. Donc, alors, si on veut regarder un peu plus loin qu'est-ce qui porte cet effet, on a aussi regardé selon les différentes filières et on s'aperçoit que la filière qui porte véritablement l'effet, c'est la filière économique et sociale, avec un impact de 3 points de pourcentage. La filière S semble aussi bénéficier du programme, mais il n'y a pas d'impact significatif pour la filière L. On explique ça potentiellement parce que les élèves sélectionnés proviennent majoritairement de la filière ES pour faire partie du programme. Et on pense aussi qu'il y a des sortes d'effets de spillover. Bon, pardon. Et donc en fait, quand on travaille le concours de Sciences Po, ça doit ressembler de manière assez proche au programme économique et social, et donc il y a on doit bénéficier de ça pour passer ces examens. Alors, le role model, c'est l'idée que si vous avez eu plus d'admis par le passé, cela va renforcer l'impact des CEP. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Je vous propose de juste commenter la première colonne et la première ligne. On voit 0,07. Donc cela signifie que pour chaque lycéen admis à Sciences Po, cela va augmenter le taux de passage au baccalauréat de 0,07 points de pourcentage. Et c'est significatif. Donc ça veut dire qu'on a un effet aussi d'entraînement. Plus on a eu d'admis par le passé, plus le taux de passage du baccalauréat est augmenté. Bon, on pourra commenter ça plus tard. Alors, ça c'est la partie qui devient aussi très très intéressante, c'est sur l'autocensure. Donc pour construire cette partie, je suis allé voir le ministère de l'Enseignement supérieur
et je suis allé récupérer les données sur le suivi des étudiants dans le supérieur. Donc, à partir de CISE et à partir d'Océan, bon, ça, on avait déjà les résultats au bac, et j'ai pu construire un ratio d'admis dans le supérieur sur le nombre de candidats ou le nombre de lauréats du bac. Et donc, si je vous montre les résultats, ces résultats-là signifient que si vous regardez la première colonne, on a quasiment 2 points de pourcentage pour un lycée traité, où ce sont les lauréats du bac qui vont continuer dans le supérieur. Ça veut dire que vous augmentez votre rétention d'étudiants dans le supérieur de 2 points de pourcentage par rapport au passé. La deuxième et la troisième colonne, ce sont les autres groupes de contrôle. Donc pour le deuxième groupe de contrôle, l'effet semble plus faible, et pour le troisième groupe de contrôle, l'effet semble plus fort, mais est moins significatif. Donc voilà, si on veut arrondir, on peut dire 2 points de pourcentage, mais on peut discuter de ça après. Donc juste avant de conclure, en test de robustesse, ce qu'on pourrait penser, c'est de se dire, voilà, pourquoi est-ce que les résultats ont été améliorés par le programme? On pourrait tout simplement se dire, eh bien oui, c'est très facile. Tous les lycées ont recruté des meilleurs profs et tous les élèves qui sont arrivés sont des meilleurs élèves. Donc finalement, le programme n'a rien changé. Toutes les régressions qu'on a menées sur ces variables ne sont jamais significatives. Donc la première ligne, par exemple, c'est la proportion d'étudiants désavantagés. Et donc c'est l'impact d'avoir une convention d'éducation prioritaire sur la proportion d'étudiants désavantagés dans le lycée. Peu importe le groupe de contrôle, ce n'est jamais significatif. La deuxième ligne, c'est le pourcentage d'étudiants venant d'une ZEP. Peu importe le groupe de contrôle, c'est encore la même chose, rien n'est significatif. Et il n'y a pas non plus d'effet sur la taille des lycées. Je n'ai pas mis les régressions sur les caractéristiques des profs, mais les caractéristiques des profs qu'on a regardées, c'est la proportion d'agrégés, la proportion de femmes et la proportion de jeunes profs. Les conventions n'ont aucun effet statistique significatif sur ces variables-là. Donc c'est comme si, en fait, il y avait quand même eu une certaine stabilité dans les lycées qui ont été traités, ce qui renforce notre idée que l'amélioration des résultats vient bien de la convention d'éducation prioritaire. Donc pour conclure, les effets sur les lycées eux-mêmes, on a vu un effet positif sur les taux de réussite au baccalauréat, surtout pour les filières ES et S, et un effet positif sur les admissions post-bac. Donc on a une meilleure rétention des étudiants. Et ça, c'est plutôt porté par la filière ES. Je ne vous ai pas montré ces résultats-là. On n'a pas d'effet visible sur la mixité. J'ai aussi regardé de manière différenciée entre garçons et filles. On n'a pas d'effet, peut-être un peu plus pour les garçons, mais c'est pas grand-chose, donc c'est très marginal. Donc je ne pense pas que ça impacte de manière différenciée les filles et les garçons. Et finalement, donc qu'est-ce qu'on a? On a une expérimentation qui est intéressante puisqu'elle parvient à mener une action positive sans pour autant faire reposer la sélection sur des caractéristiques ethniques. Donc cela peut poser aussi la question de savoir qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce la caractéristique ethnique ou est-ce les ressources économiques? Qu'est-ce qui est le plus important pour votre orientation? Enfin, on pourrait aussi réfléchir à l'idée, vu que les CEP ont posé un gros problème au début quand elles ont été mises en place, à l'idée que les gens qui sont admis en CEP prennent la place d'autres étudiants. Cet effet a été plus ou moins atténué parce qu'il y a eu une augmentation considérable de la taille des cohortes durant la même période. Donc, les détracteurs, les étudiants qui ne sont pas contents des CEP ne peuvent pas dire grand-chose puisqu'il y a eu une telle augmentation des cohortes que cet effet est quasiment inexistant. Enfin, je reviens sur cette question de savoir quelle alternative pourrait-on proposer pour une action politique peut-être de plus grande envergure. Le débat reste entièrement ouvert puisque ces conclusions-là ont été présentées à Sciences Po parce que Sciences Po s'interroge effectivement sur l'opportunité de continuer cette politique d'action positive, sachant que c'est une politique assez pionnière et qui est assez peu appliquée en France.
J'ai parlé de l'ESSEC, je crois, et où les cohortes d'élèves admis par Action Positive sont ridicules comparées à celles de Sciences Po, sans aucun jugement de valeur, mais je veux dire, donc c'est quand même relativement intéressant. Voilà. J'ai terminé. Bien, merci beaucoup.